Bienvenue, toi qui as été appelé. Il n'y a rien de plus assourdissant qu'une ville entière qui fait semblant que rien ne s'est passé. Ce que tu observes en ce moment même n'est ni une victoire, ni des applaudissements, ni même une quelconque forme de clôture. C'est quelque chose de bien plus inconfortable. C'est l'embarras collectif. C'est ce silence gênant qui suit un mensonge mal raconté, quand soudain, tout le monde se souvient de la vérité au même instant. Et contrairement à la honte personnelle, celle-ci ne vit pas dans un seul être. Elle se répand dans les rues, les lieux de travail, les églises, les réunions familiales et les conversations de groupe comme un invité indésirable qui refuse de partir. Voici une vérité que les gens n'aiment pas admettre. Les communautés ne s'effondrent pas à cause d'un seul scandale. Elles s'effondrent à cause de schémas qu'elles ont défendus bien trop longtemps. Les sociologues ont documenté que lorsqu'un groupe normalise le mauvais traitement d'un individu, les dégâts ne restent pas contenus. Cela reconfigure la manière dont les gens se font confiance, dont l'autorité fonctionne et dont la vérité est traitée. Finalement, le groupe paie pour ce qu'il a protégé, doucement d'abord, puis tout d'un coup. C'est pourquoi l'énergie semble si étrange maintenant. Les gens sont excessivement polis, les histoires ne concordent plus. Les rires arrivent une seconde trop tard. Tu remarqueras que les conversations changent brusquement de sujet, que certains noms sont évités et que certains souvenirs sont soudainement mal rappelés. Non pas parce que quiconque est confus, mais parce que tout le monde sait exactement ce qu'ils essaient de ne pas dire. Ce n'est pas du regret. Le regret nécessiterait de prendre ses responsabilités. C'est de l'embarras assaisonné de déni et servi en plat familial. Et voici la partie légèrement ironique, la partie que personne n'avait prévue. La ville n'a pas été exposée par le drame, la vengeance ou la confrontation. Elle a été exposée par la vie normale qui a continué sans leur permission. Tu ne t'es pas effondré, tu n'as pas sombré dans la spirale, tu n'as pas disparu dans le conte moralisateur qu'ils avaient à préparer. Tu as simplement existé. Et d'une manière ou d'une autre, cela s'est transformé en le résultat le plus inconvenant possible. Imagine mettre tout cet effort dans un récit pour que la réalité vienne le ruiner sans même élever la voix. Ce n'est pas une question d'arc de rédemption ou d'excuses publiques. C'est ce qui arrive quand un groupe réalise qu'il ne peut pas fuir son propre comportement. La honte que tu vois n'est ni bruyante ni dramatique, elle est structurelle. Elle est dans la façon dont les gens se déplacent maintenant. Elle est dans ce qui ne peut plus être dit confortablement. Et une fois que ce genre d'embarras s'installe, il ne s'estompe pas. Il réorganise tout. Reste avec moi, élu, parce que ce qui se déroule ici en dit bien plus sur le pouvoir, la complicité et le comportement humain que la plupart des gens ne sont prêts à l'admettre. La ville n'est pas embarrassée parce que tu es parti, elle est embarrassée parce que tu as survécu intact. La vérité est dure et inévitable. Ce qui secoue les gens jusqu'au plus profond de leur être, ce n'est pas ton absence ou ton départ. C'est que tu t'en es sorti sans te briser. Tu as traversé leurs pièges, leurs manipulations et leurs jugements murmurés sans te perdre toi-même. Chaque ville, chaque petit groupe, chaque clique prospère sur l'illusion qu'ils peuvent contrôler, diminuer ou définir quelqu'un d'autre. Ils agissent comme si la valeur d'une personne dépendait de sa capacité à se conformer, à trébucher ou à valider les peurs et les insécurités de ceux qui l'entourent. Et quand cette illusion s'effondre, l'inconfort n'est pas subtil, il est viscéral. Ils réalisent qu'ils ont parié contre la mauvaise personne, et le résultat les embarrasse plus que n'importe quelle confrontation publique ne le pourrait jamais. La survie dans sa forme la plus pure est un miroir tendu à tous ceux qui ont essayé de faire de toi une mise en garde. Tu ne leur as pas donné la satisfaction d'être témoin de ta lutte. Tu ne leur as pas remis la validation de leur jugement. Chaque tentative qu'ils ont faite pour te briser a échoué. Et maintenant, la preuve de ta présence intacte et inébranlable se dresse comme un acte d'accusation silencieux de leur comportement. Ils voulaient la preuve que tu étais vulnérable, que tu faillirais, que leur chuchotement et leur commérage avaient du pouvoir. Au lieu de cela, ils te voient traverser la vie avec clarté, force et un calme intérieur qu'ils ne peuvent pas fabriquer. L'ironie est exquise. Leur fierté, leurs suppositions, leurs petits jeux de pouvoir, tout cela a été investi dans une histoire qui ne s'est jamais réalisée. Et maintenant, même les observateurs occasionnels peuvent le voir. La personne même qu'ils pensaient pouvoir contrôler prospère malgré eux. Cet embarras est aigu, presque humiliant, parce qu'il n'est pas temporaire.
Il persiste dans chaque regard, chaque commentaire en passant, chaque changement subtil dans la conversation. Les gens sont forcés de confronter ce qu'ils ont sous-estimé, et cela brûle doucement, mais de manière persistante. La survie ne te préserve pas seulement, elle les expose. Elle montre que la cruauté, le jugement et la manipulation sont impuissants face à quelqu'un qui refuse de jouer selon leurs règles. Et cette prise de conscience, s'infiltrant dans chaque recoin de leur conscience, est une sorte d'humiliation qu'ils ne peuvent pas secouer. Tu n'as pas eu besoin de mener une guerre pour gagner. Simplement exister intact a suffi pour défaire leurs récits et les laisser exposer d'une manière qu'aucune confrontation n'aurait jamais pu accomplir. Leur honte vient de la réalisation que le problème n'a jamais été toi, c'était leur accord avec la cruauté. La vérité la plus profonde et la plus inconfortable pour quiconque a participé ou cautionné un méfait est que la faute repose rarement sur la personne qu'ils ont blessée. La personne qui survit, qui reste ancrée et incorrompue, projette une lumière aveuglante sur le vrai problème, le choix collectif d'accepter la cruauté comme normale. Les gens ne se réveillent pas simplement un jour et décident d'être méchants ou malveillants. Il y a toujours un réseau d'accords, de hochements de tête silencieux, d'approbation discrète et de permission tacite qui permettent au comportement de continuer sans contrôle. Cet accord est le vrai problème. Et quand la victime prospère, cela expose à quel point le système autour d'elle était profondément défaillant. C'est pourquoi l'embarras est si profond. Ce n'est pas juste une personne qui ressent de la culpabilité. C'est une ville entière, un cercle, un groupe d'individus qui doivent maintenant confronter le fait qu'ils ont activement ou passivement soutenu quelque chose qu'ils trouvent maintenant répréhensible. Leur honte est aggravée par la réalisation que ce n'étaient pas tes actions, tes choix ou ton caractère qui ont créé l'inconfort. C'était leur volonté d'aller de l'avant avec quelque chose de cruel. Chaque insulte chuchotée, chaque manipulation voilée, chaque acte de sabotage qu'ils ont essayé de rationaliser se dresse maintenant comme une preuve indéniable de leur échec moral. Il n'y a pas de moyen rapide pour défaire ce genre d'exposition. Ils ne peuvent pas effacer le fait qu'ils étaient des participants, même passivement, dans un système qui a maltraité quelqu'un capable de s'élever au-dessus, et te regarder continuer, non courbé par leur cruauté, amplifie cette honte. C'est un miroir qu'ils n'ont jamais voulu voir, mais dont ils ne peuvent détourner le regard. C'est une réalisation lente et consciente que le monde ne t'a pas brisé à cause de qui tu es. Il les a brisés parce qu'ils ont échoué à reconnaître l'humanité en premier lieu. Ton existence, ta résilience et ton intégrité deviennent un acte d'accusation silencieux. L'embarras n'est pas une explosion publique ou une confrontation dramatique. Il est dans la façon dont ils se déplacent inconfortablement dans les conversations, la façon dont les explications trébuchent et la reconnaissance silencieuse qu'ils avaient tort depuis le début. Le problème n'a jamais été toi. Le problème était leur accord avec la cruauté. Et maintenant, il n'y a nulle part où se cacher. Ils sont embarrassés parce que l'histoire qu'ils ont répétée ne correspond plus aux preuves. Les gens passent des années à construire des récits sur les autres. Ils se racontent des histoires qui justifient la cruauté, rejettent l'intégrité et rationalisent l'indifférence. Ils répètent ces histoires sans fin dans leurs esprits, répétant des lignes, fabriquant des excuses et imaginant des scénarios où leur version de la réalité prévaut. Ils le chuchotent à des amis, hochent la tête en accord avec des alliés et se convainquent même que c'est la vérité. Mais toute cette préparation minutieuse, chaque justification et répétition, s'effondre au moment où la réalité refuse de jouer le jeu. Et quand cela s'effondre, l'embarras est instantané, aigu et impossible à cacher. La ville, où le groupe qui se sentait autrefois confiant dans sa supériorité morale, ressemble maintenant à quelqu'un pris en flagrant délit. Chaque affirmation qu'ils ont faite à ton sujet, que tu étais faible, indigne ou incapable de réussir, a été contredite par de simples faits. Ta survie, ton calme, ta compétence indéniable, l'histoire répétée qui les gardait à l'aise ne correspond plus à ce que les gens peuvent observer de leurs propres yeux. Leurs suppositions, qu'ils répétaient dans des tons feutrés et dans des chuchotements publics, ont été exposées comme des mensonges, des demi-vérités ou des vœux pieux. L'inconfort d'être pris au dépourvu n'est rien comparé au chaos interne, de réaliser que pendant des années, ils se sont convaincus de quelque chose qui n'a jamais été vrai. Et l'embarras ne reste pas caché.
Ils fuient de petites manières, indubitables. Les conversations deviennent plus courtes. Les compliments arrivent à contre-cœur. Les yeux s'éloignent au lieu de rencontrer les tiens. La fierté qu'ils portaient en répétant leur récit est remplacée par une conscience de soi silencieuse et rongeante. Ils pensaient contrôler l'histoire. Mais l'histoire a toujours été contrôlée par la réalité, par les preuves de ta vie, par la vérité de qui tu es. Les regarder se tortiller sous le poids de leurs propres contradictions n'est pas de la vengeance, c'est de l'inévitabilité. Au moment où ils ont investi si lourdement dans un récit que la réalité a refusé d'honorer, l'univers a commencé à réécrire le script sans les consulter. Et l'embarras qu'ils ressentent maintenant n'est pas juste un inconfort passager. C'est la reconnaissance persistante que pendant des années, ils jouaient une pièce et que le public a toujours connu la vérité. La ville n'est pas unie dans la honte, elle est fragmentée par la culpabilité. Quand une communauté participe collectivement à un méfait, elle assume souvent un faux sentiment d'unité. Ils croient que parce que tout le monde est impliqué, la responsabilité est diluée, invisible ou acceptable. Mais la vérité est bien plus désordonnée. La honte ne se répand pas uniformément et la culpabilité ne dort jamais. Ce qui ressemble à une seule entité embarrassée est en réalité un réseau fracturé d'individus, chacun portant son propre poids de conscience, chacun conscient de jusqu'où ils se sont éloignés de l'intégrité et chacun luttant pour décider combien peut être admis sans s'effondrer entièrement. Certaines personnes savaient que c'était mal depuis le début. Elles se sont dit de détourner le regard, se sont convaincus que le silence était la survie. D'autres ont apprécié le spectacle ou le pouvoir que cela leur donnait, se sentant justifiés par la complicité du groupe. Puis il y a ceux qui ne comprenaient pas complètement, mais qui instinctivement sentaient que quelque chose n'allait pas. Et maintenant, des mois ou des années plus tard, cet inconfort vague s'est cristallisé en culpabilité brute. Cette fragmentation rend la honte presque insupportable parce qu'elle ne reste pas nette ou contenue. Les conversations trébuchent. Les alliances changent. Les amis se regardent avec lassitude, incertains de qui partage quelle conscience et qui va craquer sous l'exposition. La culpabilité fracture la confiance plus vite que n'importe quelle dispute ne le pourrait jamais. Les gens qui hochaient autrefois la tête en accord avec la cruauté luttent maintenant en privé pour savoir s'ils étaient des acteurs, des complices ou des observateurs. L'embarras, tu vois, n'est pas uniforme. Il est chaotique, inégal et imprévisible. Chaque individu mesure son exposition personnelle différemment, ce qui transforme la supposée solidarité de la ville en discorde interne. Leur confiance précédente a disparu, remplacée par des défenses chuchotées et des hésitations maladroites. Même une interaction décontractée devient un test de moralité, une négociation avec la conscience à laquelle ils ne peuvent échapper. Pendant ce temps, tu existes en dehors de cet effondrement, inébranlé. Ta présence calme rend les fissures visibles, les tensions audibles et les échecs moraux indéniables. La fragmentation n'est pas un spectacle, c'est un effilochage silencieux et implacable qui se produit sous la surface dans chaque regard, chaque phrase à moitié terminée, chaque changement soigneux de ton. La ville n'est pas juste embarrassée, elle est divisée. Et cette division est la conséquence naturelle de gens réalisant qu'ils ne peuvent pas tous être innocents, alors que leur comportement collectif crie le contraire. Ils ont honte parce qu'ils avaient besoin que tu échoues pour se sentir moralement à l'aise. Les gens construisent souvent leur sens du bien et du mal sur l'hypothèse que d'autres vont faillir. Ils mesurent la moralité non pas par l'action ou le principe, mais en se comparant à quelqu'un qu'ils s'attendent à voir trébucher. Dans leurs esprits, ton échec aurait justifié leur cruauté, les aurait rassurés que leur comportement n'était pas extrême et leur aurait permis de dormir la nuit avec la pensée réconfortante qu'ils étaient meilleurs simplement parce que tu étais plus faible. C'est pourquoi ta survie et ta résilience frappent comme un marteau sur leur cadre moral soigneusement construit. Ils avaient besoin que tu échoues, et quand tu ne l'as pas fait, le monde a basculé sous leurs pieds. Pendant des années, ils ont peut-être chuchoté sur tes défauts, répandu des rumeurs ou essayé subtilement de manipuler des situations pour t'exposer. Chaque léger affront, chaque tentative de te miner n'était pas juste un acte de malveillance. C'était un filet de sécurité psychologique pour eux. Ils ne pouvaient se sentir en sécurité dans leurs actions
que si la personne à l'autre bout faiblissait. Ton existence, calme et intacte, a détruit ce filet. Soudain, la norme par laquelle ils se mesuraient ne s'appliquait plus. Leur supériorité morale, autrefois supposée, est devenue absurde, fragile et impossible à maintenir. Et ce n'est pas juste une réalisation privée. L'embarras se manifeste en public et en privé. Les conversations autour de toi deviennent tendues, les compliments semblent forcés, les défenses glissent et les excuses commencent à sonner creux, même à leurs propres oreilles. Chaque interaction devient un rappel que la validation sur laquelle ils comptaient ton échec n'est pas arrivée. Ils doivent confronter quelque chose de bien plus profond que la déception, la reconnaissance que leur confiance éthique était construite sur la faiblesse présumée de quelqu'un d'autre, pas sur leur propre intégrité. Ton succès, ta stabilité, ton refus d'être brisé les forcent à affronter la vérité sans phare. Ils comptaient sur quelque chose que tu n'as jamais donné. Ils sont exposés non pas parce que tu les as combattus directement, mais parce que tu as refusé de jouer le rôle qu'ils t'avaient assigné. Cette exposition est un embarras lent et rongeant. Le genre qui persiste dans les couloirs, les conversations et les regards, leur rappelant silencieusement que leur sentiment de confort moral n'a jamais été mérité. Il était emprunté, et maintenant, il est parti. L'embarras vient du fait d'être vu par des étrangers à travers tes yeux. L'une des réalités les plus cruelles pour les gens qui maltraitent les autres est que leurs actions ne sont jamais aussi invisibles qu'ils le pensent. À l'intérieur de la bulle d'une ville ou d'une communauté, la cruauté peut sembler secrète, justifiée et même intelligente. Mais au moment où la perspective de la personne qui l'a endurée est reconnue par des étrangers, l'illusion s'effondre. Ta survie, ton calme et ta dignité agissent comme une lentille, montrant au monde exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste que les gens de l'extérieur les voient, c'est que les étrangers les voient exactement comme tu les as vus, petits, mesquins et complices d'un comportement qui maintenant semble absurde une fois exposé. Quand quelqu'un essaie de te blesser ou de te diminuer, il considère rarement que ses actions reflètent plus sur lui que sur toi. Il suppose que son récit, ses commérages ou son jugement tiendra. Puis l'impossible se produit. Le monde voit à travers l'histoire que tu as silencieusement portée. L'embarras n'est ni bruyant ni explosif. Il est dans la reconnaissance que leur comportement, autrefois normalisé et caché, est maintenant visible dans son intégralité, dépouillé d'excuses. Ils voulaient contrôler la perception, mais la perception n'est plus la leur à façonner. Et cette exposition est précise et inévitable. Les étrangers jugent non seulement les actes eux-mêmes, mais le caractère derrière eux, les chuchotements, l'acceptation passive, les manipulations orchestrées. Tout cela devient soudainement transparent. Ils réalisent que le monde ne voit pas juste quelques incidents isolés. Il voit un schéma, une culture, un échec moral ancré dans les interactions quotidiennes. Ce qui semblait autrefois intelligent semble maintenant ridicule. Ce qui semblait autrefois sûr semble maintenant étouffant. Pendant ce temps, ta présence l'amplifie. Tu n'as pas eu besoin d'expliquer, de justifier ou d'accuser. Tu as juste existé, intact, portant la vérité de ton expérience avec aplomb. Cette vérité est plus lourde que n'importe quelle accusation parce qu'elle ne peut pas être niée. Elle réfracte l'embarras sur eux dans chaque regard, chaque conversation en passant, chaque interaction où les étrangers reconnaissent silencieusement l'écart entre leur supposé pouvoir et ta réalité inébranlable. L'humiliation de la ville devient stratifiée, multidimensionnelle et impossible à fuir. Et le côté le plus tranchant est qu'elle vient de se voir reflétée à travers tes yeux fermes et indéniables. Ils sont humiliés parce que le pouvoir a été gaspillé sur quelqu'un qui n'est jamais devenu petit. Les gens qui essaient de dominer, manipuler ou contrôler les autres croient que le pouvoir est une garantie de résultat. Ils pensent que s'ils appliquent suffisamment de pression, chuchotent suffisamment de mensonges ou isolent quelqu'un assez longtemps, la cible finira par rétrécir, se briser ou se plier à leurs attentes. Ils mesurent leur valeur par le succès perçu de ces efforts. Ce qu'ils n'anticipent jamais, c'est la réalité rare et exaspérante. Quelqu'un qui refuse de devenir petit, quelqu'un qui ne plie pas, ne s'effondre pas ou ne diminue pas sous leur poids. Et ce refus transforme tout leur effort en une démonstration publique de futilité. L'humiliation vient de l'énergie purement gaspillée,
Des années de manipulation, de coordination et de sabotage secret sont rendues insignifiantes par le simple fait que tu es resté entier. Chaque insulte, chaque léger affront orchestré, chaque tentative d'effacer ou de te diminuer était un investissement dont ils s'attendaient à ce qu'ils produisent une version brisée de toi-même. Au lieu de cela, le retour sur leur effort est zéro. Ou pire, ils mettent en évidence leur impuissance. Leur pouvoir, qui semblait autrefois imparable dans le monde confiné des commérages et de la pression sociale, semble maintenant risible, presque pathétique, parce qu'il a échoué à atteindre le seul objectif qui comptait, ta réduction. Et l'humiliation a une façon de suppurer silencieusement. Elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle s'insinue dans les conversations sapées par le ton et l'hésitation. Elle persiste dans les regards qui s'éloignent trop vite. Elle est dans la formulation maladroite de chaque histoire qu'il tente de raconter, sachant que le public, et plus important encore toi, peut voir l'échec en couleur. Ce qui le rend encore plus aigu, c'est que ta survie n'a pas nécessité de représailles ou de spectacle. Tu n'as pas eu à te battre de manière théâtrale. Tu n'as pas eu besoin de te prouver de manière dramatique. Simplement maintenir ton intégrité, ta présence et ta dignité, pendant que leur pouvoir s'avérait inefficace, suffit à les humilier profondément. Leur influence, autrefois maniée avec confiance, est maintenant révélée comme vide. Le poids qu'ils ont essayé de placer sur toi ne t'a pas écrasé. Il les a exposés. Leur humiliation est enracinée non pas dans la confrontation, mais dans l'échec. La preuve indubitablement indéniable que le pouvoir est inutile contre quelqu'un qui refuse d'être petit. Leur honte s'est approfondie quand ils ont réalisé que tu n'as jamais eu besoin de leur approbation pour grandir. L'une des vérités les plus inconfortables pour les gens qui ont essayé de te contrôler ou de te diminuer est que leurs opinions, jugements et manipulations n'ont jamais été nécessaires à ta progression. Ils supposaient que leur influence, que ce soit par la pression sociale, les commérages ou l'intimidation pure, était un prérequis pour ta validation, ta croissance ou ton succès. Ils croyaient avoir du pouvoir sur ton chemin, que leur approbation ou acceptation était en quelque sorte liée à ta capacité de prospérer. Te regarder avancer, complètement détaché de leur jugement, est un type d'embarras qu'ils n'avaient jamais anticipé. Leur honte n'est pas d'être ignorée, c'est de réaliser qu'ils étaient non pertinents depuis le début. Chaque tentative de manipuler les résultats, de guider, restreindre ou te diminuer semble maintenant non seulement futile, mais absurde. Ils ont investi de l'énergie, du temps et du raisonnement moral dans le contrôle d'une vie qui a refusé de dépendre d'eux. Le cadre même qu'ils ont construit pour se valider « je suis important parce que je façonne les autres » s'effondre quand la personne qu'ils ciblaient prouve qu'elle n'a jamais eu besoin de ce façonnage. C'est une humiliation silencieuse et insidieuse parce qu'elle coupe au cœur de leur perception d'eux-mêmes et elle est aggravée par la visibilité. Les autres le voient aussi. Les témoins ont remarqué la confiance calme, l'élan vers l'avant, la capacité de grandir sans être dérangés par les petites tempêtes qu'ils ont agitées. Ce qui était autrefois une lutte invisible devient la preuve de l'indépendance, et cette preuve en dit long. Les gens même qui ont essayé de dicter ta réalité sont forcés de regarder pendant que tu prospères, prouvant que leur influence n'a jamais été essentielle. Ce genre de honte est plus profond que l'humiliation publique. Il est structurel. Il s'infiltre dans les conversations, les relations et les souvenirs. Chaque fois qu'ils réfléchissent au passé, ils se souviennent de l'effort gaspillé sur quelqu'un qui n'a jamais cherché la permission d'exister, qui n'a jamais eu besoin d'approbation pour évoluer, et qui a avancé pendant que leur jugement s'estompait dans l'insignifiance. Leur inconfort est subtil, persistant et inévitable. Tu ne les as pas confrontés directement. Tu as simplement grandi et ce faisant, tu as révélé leur impuissance et leur non-pertinence avec une clarté à laquelle ils ne peuvent pas échapper. La ville meurt d'embarras parce que la vérité n'a pas eu besoin de ta coopération pour faire surface. Ce qui est le plus exaspérant pour les gens qui ont essayé de te contrôler ou de te miner, c'est que la vérité a une façon d'apparaître que tu la révèles activement ou non. Tu n'as pas eu à parler, à les confronter ou à exposer leur comportement. Tu n'as pas eu besoin de te battre pour la reconnaissance, de valider tes expériences ou de dramatiser l'injustice. La réalité de qui tu es, comment tu as enduré et la façon dont ils ont agi a émergé d'elle-même. Chaque mensonge qu'ils ont dit, chaque manipulation qu'ils ont effectuée,
Chaque tentative de tordre l'histoire pour leur confort est maintenant mise à nu, sans que tu lèves le petit doigt. C'est la piqûre ultime. L'embarras qui inonde une ville dans cette situation est subtil, mais implacable. Les gens remarquent les contradictions entre ce qu'ils prétendaient à ton sujet et ce que tout le monde peut maintenant observer. Les actions et comportements qu'ils ont essayé de déguiser, minimiser ou justifier deviennent soudainement clairs. Il n'y a pas de moment unique d'exposition, pas besoin de confrontation, pas de discours ou de preuves que tu as dû fournir. Leurs propres schémas, leurs propres décisions ont créé un miroir qui reflète leurs échecs plus honnêtement que tu ne le pourrais jamais. Et le pire pour eux, c'est qu'il n'y a personne à blâmer, sauf eux-mêmes. C'est une sorte d'humiliation qui s'infiltre dans chaque coin de la vie communautaire. Dans les conversations, les gens hésitent. Dans les rassemblements, les regards s'attardent une fraction de seconde de trop. Les tentatives de maintenir l'autorité ou la crédibilité sonnent creux parce que la vérité circule déjà à travers le tissu social, invisible mais indéniable. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus contrôler la perception. Même la plus petite tentative de réécrire le récit semble maintenant désespérée, transparente et inefficace. Ta simple existence, ta constance et ton intégrité agissent comme une force silencieuse, laissant la réalité parler d'elle-même. Tu n'as pas eu à te battre. Tu n'as pas eu à prouver quoi que ce soit. La vérité n'a pas eu besoin de ta coopération pour faire surface. Et ce faisant, elle a exposé chaque défaut, chaque échec moral, chaque erreur de calcul qu'il pensait rester cachée. C'est pourquoi la ville est embarrassée. C'est pourquoi il se tortille. Le projecteur n'a jamais été sur toi. Pourtant, il les a illuminés complètement, laissant leurs prétentions nues, leur fierté brisée et leur inconfort permanent. Ils ont honte parce que les jeunes posent des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre proprement. Rien n'expose la fragilité de la façade morale d'une communauté comme la curiosité de la prochaine génération. Les jeunes remarquent les incohérences, détectent l'injustice et ne sont pas encore conditionnés à accepter les excuses comme les adultes le font souvent. Quand ils commencent à poser des questions directes sur pourquoi certains comportements ont été tolérés, pourquoi certaines personnes ont été maltraitées ou pourquoi la cruauté a été normalisée, les gens même qui comptaient sur le secret, la justification et la manipulation se retrouvent soudainement coincés. Leurs réponses faiblissent, leurs histoires répétées s'effondrent et leur embarras se répand parce qu'ils ne peuvent pas offrir d'explications qui tiennent sous un simple examen. C'est plus que maladroit, c'est déstabilisant. Pendant des années, ils ont compté sur l'ignorance, la distraction et la conformité pour protéger leur réputation. Ils comptaient sur le fait que les gens ne faisaient pas attention, fermaient les yeux ou acceptaient les récits sans les questionner. Les voix jeunes perturbent cet équilibre délicat. Les questions qui semblent innocentes, pourquoi cela a-t-il été permis, ou pourquoi personne ne l'a arrêté, coupent droit au cœur de ce qu'ils espéraient, resteraient cachées. Il n'y a pas de formulation intelligente, pas de changement passif-agressif, pas de justification répétée qui puisse complètement couvrir les fissures. Leur embarras s'intensifie parce qu'ils font maintenant face à la réalisation brutale que leur autorité morale n'a aucune fondation. C'est aussi psychologiquement punissant. Les gens même qui ont orchestré, encouragé ou cautionné silencieusement le mal sont forcés de confronter la conscience de leurs erreurs, pas en privé, mais en temps réel devant des témoins qui n'acceptent pas encore leurs mensonges. Chaque hésitation, chaque pause maladroite, chaque excuse mal construite ne fait qu'amplifier leur honte. Pendant ce temps, tu existes en dehors de ce chaos. Tu as vécu la vérité, enduré ce qu'ils ne pouvaient pas reconnaître, et maintenu ton intégrité sans mendier la validation. Regarder la jeune génération remarquer ce qu'ils ont essayé de cacher est presque une justice poétique. Ce n'est ni dramatique ni bruyant, mais c'est profondément humiliant parce que c'est irréversible. L'inconfort de la ville, leur incapacité à répondre à de simples questions et l'effondrement de leurs récits sont tous exposés. Tu n'as pas eu à accuser quiconque. Tu n'as pas eu à exposer quiconque. Leurs propres actions, combinées avec l'examen de la prochaine génération, font ce travail pour toi, et cela les laisse se tortillant dans un embarras auquel ils ne peuvent pas échapper. Leur inconfort vient de la réalisation que la cruauté vieillit mal. Le temps a une façon de dépouiller le vernis de la justification, et c'est là que le vrai embarras commence. Ce qui semblait autrefois intelligent
inoffensif ou nécessaire, semble soudainement dépassé, mesquin et carrément cruel. Les gens qui ont construit leur image de soi autour du pouvoir, de l'influence ou de l'autorité morale sur les autres réalisent maintenant que leurs actions n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Ils voient leur comportement passer comme une série d'erreurs encadrées par l'arrogance, l'insécurité ou l'indifférence, et ils ne peuvent pas s'en cacher. Ce qui semblait autrefois être de la domination semble maintenant petit, et ce qui semblait autrefois justifié semble maintenant indéfendable. L'inconfort rongeant vient de plus que la reconnaissance. Il vient de la perspective. Ils regardent pendant que la personne qu'ils ciblaient avance avec sang-froid, force et clarté, tandis que leurs propres actions persistent comme preuve d'un mauvais jugement. Les souvenirs qu'ils ont autrefois rationalisés, dont ils ont ri ou qu'ils ont excusés, rejouent maintenant avec une précision douloureuse. Chaque histoire, chaque acte de manipulation, chaque chuchotement destiné à blesser ressemble maintenant à un registre de leur échec à agir avec intégrité. L'embarras n'est pas externe, il est interne, persistant et impossible à ignorer. Et c'est pire parce que la cruauté laisse des traces. Les gens qui ont été blessés se souviennent clairement. Les observateurs remarquent des schémas que les auteurs ont autrefois supposés invisibles. Même l'observateur occasionnel peut sentir le décalage entre la supposée supériorité de l'agresseur et la dignité durable de la personne qui a été blessée. Cette réalisation frappe fort. Le pouvoir qu'ils pensaient manier n'a pas de permanence. Il ne vieillit pas bien. Pendant ce temps, la personne qu'ils ont essayé de diminuer les a déjà dépassés, non pas avec vengeance, mais avec persistance et grâce. Leur comportement, autrefois célébré dans leur propre cercle, est maintenant exposé comme myope et futile. Le temps ne révèle pas seulement la vérité. Il désarme l'arrogance et expose le vide de la cruauté. Et à mesure que les années s'accumulent, ce qui semblait autrefois être du contrôle devient un monument à l'embarras. Un registre que la cruauté, peu importe à quel point elle semble confiante sur le moment, ne devient jamais plus respectable avec l'âge. Ils sont embarrassés, parce qu'aucune excuse ne réparerait ce qui a été normalisé. Le genre de honte le plus profond vient de réaliser que les dégâts qu'ils ont causés n'étaient pas une seule erreur ou une brève défaillance de jugement. C'était un schéma, une culture, un mode de vie qu'ils ont collectivement accepté, encouragé ou ignoré. Et les schémas ne disparaissent pas avec une seule excuse. Aucune quantité de dire « je suis désolé » ou de prétendre l'ignorance ne peut effacer la réalité que la cruauté, la manipulation et l'indifférence ont été normalisées pendant des années. L'embarras qu'ils ressentent n'est pas performatif. Il est structurel parce qu'il est lié au système qu'ils ont aidé à maintenir. Les excuses sont destinées au moment, aux actes qui peuvent être réconciliés avec sincérité. Mais quand le mal est tissé dans les interactions quotidiennes, quand les commérages, l'exclusion et le sabotage subtil sont traités comme ordinaires, une excuse devient insignifiante. Elle ne peut pas défaire ce qui a été répété, ce qui a été témoin par d'autres et ce qui a façonné l'expérience du monde de quelqu'un d'autre. Ils peuvent parler, écrire ou annoncer leurs remords, mais la vérité ne change pas et la vérité est implacable. Ton intégrité, ta résilience et ta survie se dressent comme preuve que leur tentative de normaliser le méfait était de futile, exposant leurs actions comme à la fois moralement en faillite et socialement embarrassantes. Ce qui rend cet embarras si aigu, c'est l'impuissance. Ils ne peuvent pas réparer le passé. Ils ne peuvent pas ajuster le récit complètement en leur faveur. Ils sont piégés dans une chronologie où chaque moment de cruauté ou de complicité est préservé, documenté dans la mémoire, dans les histoires que les gens racontent et dans la façon dont la communauté les observe maintenant. La façade de normalité sur laquelle ils comptaient est partie et aucune excuse ne peut la reconstruire. Pendant ce temps, tu continues sans avoir besoin de leur validation, dépassant la culture qu'ils ont essayé d'imposer. Ta croissance, ton calme et ta clarté mettent en évidence leur échec d'une manière que les mots ne pourraient jamais. Leur honte persiste dans les conversations, dans les regards, dans les changements subtils de comportement. L'embarras de la ville n'est ni bruyant ni performatif. Il est persistant, inévitable et croissant. Ce qui a été normalisé pour la commodité ou la conformité se dresse maintenant exposé, intouchable et indéniable, les laissant avec la réalité brutale que certains schémas, une fois vus clairement, ne peuvent jamais être excusés.
La ville s'effondre parce que ton existence réfute leur hiérarchie morale. Pendant des années, certaines personnes croyaient occuper le sommet d'une échelle morale. Ils se sont classés comme juges, gardiens et autorités, convaincus que leur jugement, influence ou position sociale les rendait supérieurs. Chaque critique, chaque manipulation et chaque acte subtil de contrôle renforçait leur sentiment de hiérarchie. Puis, quelqu'un comme toi arrive. Quelqu'un qui traverse la vie avec intégrité, calme et résilience. Et soudain, cette échelle soigneusement construite s'effondre. Ton existence seule réfute l'ordre sur lequel il comptait. Et l'inconfort qui se répand à travers la ville est immédiat, subtil et imparable. Ce n'est pas une question de vengeance ou de confrontation, c'est une question de preuve indéniable. Tu as vécu d'une manière qui a rendu leur supposée supériorité insignifiante. Tous les jeux de pouvoir, chuchotements et contrôles sociaux sur lesquels ils comptaient étaient fondés sur l'hypothèse qu'ils définissaient la valeur. Te regarder naviguer dans la vie inébranlable et intacte les force à confronter une réalité qu'ils ne peuvent pas réécrire. Leur classement moral était imaginaire. Il était basé sur la commodité, la peur et la projection, pas la vérité. L'effilochage est partout, même si silencieux. Les alliances s'effritent à mesure que les gens reconsidèrent qui détient l'influence et qui ne la détient pas. Les conversations privées sont remplies d'hésitations et de pauses maladroites, parce que personne ne veut admettre que la hiérarchie sur laquelle ils comptaient s'effondre. L'autorité qu'ils croyaient manier devient transparente, et les structures sociales sur lesquelles ils s'appuyaient sont exposées comme des constructions fragiles plutôt que des marqueurs d'intégrité réels. Pendant ce temps, ta présence amplifie les faits. Tu n'as pas eu besoin de prouver un point ou d'interpeller quiconque. Simplement exister, prospérer et refuser de participer à leur jeu a démantelé l'illusion entièrement. Leur embarras et leur anxiété ne sont pas momentanés. Ils sont structurels. Chaque regard, chaque commentaire en passant et chaque souvenir partagé leur rappelle que leur supériorité morale était un mythe, et il a été silencieusement mais complètement réfuté. Ton existence seule est devenue une vérité contre laquelle ils ne peuvent pas argumenter. Une révélation silencieuse qui défait des années de contrôle et de prétention. La ville n'est pas juste embarrassée, elle s'effondre de l'intérieur, forcée de faire face à une hiérarchie qui n'a jamais existé et à une personne qui a refusé de la valider. Leur honte n'est pas bruyante, elle est structurelle. Le genre d'embarras le plus insidieux ne crie pas, il n'éclate pas en confrontation dramatique ou en démonstration publique. Il s'installe silencieusement, invisiblement dans le cadre même de la vie quotidienne. C'est pourquoi la honte de la ville est structurelle. Elle est tissée dans la façon dont les gens se déplacent, parlent et interagissent les uns avec les autres après des années de complicité et de cruauté. Elle se manifeste dans des hésitations subtiles, des formulations maladroites et l'évitement soigneux de sujets qui semblaient autrefois triviaux, mais qui portent maintenant le poids de l'exposition. Chaque conversation est mesurée. Chaque regard calculé parce que la conscience collective a été bouleversée d'une manière qui ne peut pas être défaite. La honte structurelle ne laisse pas de place aux excuses. Elle ne disparaît pas avec des excuses ou des explications. Elle est ancrée dans la mémoire, dans les schémas sociaux et dans la reconnaissance tacite de ce qui a été autrefois toléré. Les gens commencent à douter d'eux-mêmes, se demandant qui se souvient, qui remarque, et qui pourrait silencieusement les juger pour des actions qui étaient autrefois normalisées. Il n'y a pas de moment unique de jugement. C'est une pression constante de faible niveau qui remodèle le comportement, érode la confiance et révèle des fissures dans les systèmes sur lesquels ils comptaient pour justifier la cruauté. Pendant ce temps, ta présence devient la lentille à travers laquelle tout cela est mesuré. Tu n'as pas eu à confronter quiconque, te prouver ou exiger la reconnaissance. Tu as simplement existé avec constance, intégrité et résilience. Et cette constance a rendu les défauts structurels de la ville indéniables. Ta survie et ton calme exposent la nature artificielle des dynamiques de pouvoir sur lesquelles ils dépendaient, l'autorité vide qu'ils maniaient et les compromis moraux qu'ils ont faits sans réfléchir. Le résultat est une ville qui se déplace différemment. Les gens se déplacent inconfortablement dans les réunions, hésitent dans les conversations et choisissent soigneusement ce qu'ils révèlent ou cachent. L'embarras n'est pas théâtral. Il est dans la tension invisible qui traverse chaque interaction. Il persiste, persistant et inévitable,
Un rappel que la cruauté, la complicité et l'échec moral laissent des traces qui ne peuvent pas être effacées. Ta force tranquille a transformé leur structure elle-même en un monument d'exposition, un rappel permanent que la honte ne crie pas toujours. Parfois, elle remodèle silencieusement tout de l'intérieur. L'histoire que nous avons explorée n'est pas juste celle d'une personne survivant à des circonstances difficiles. C'est la vérité indéniable que l'intégrité, la résilience et l'estime de soi ont un pouvoir qu'aucun stratagème, commérage ou manipulation ne peut jamais toucher. Chaque point que nous avons discuté expose une réalité que la plupart des gens ne veulent pas affronter. Les communautés et les individus qui comptent sur la cruauté, le contrôle et les fausses hiérarchies se révèlent finalement à travers leurs propres actions. De l'humiliation du pouvoir gaspillé à l'embarras structurel silencieux qui s'infiltre dans chaque interaction, la honte de ceux qui ont essayé de te diminuer est persistante, inévitable et profondément enracinée. Ce qui est remarquable, c'est à quel point tout cela est simple. Tu n'as pas eu à te battre de manière théâtrale. Tu n'as pas eu besoin de te prouver avec des confrontations bruyantes ou des démonstrations dramatiques. Ta présence calme et stable et ton refus de participer à leur jeu sont devenus le miroir ultime. Il a reflété chaque mensonge, chaque manipulation, chaque supposition qu'ils ont faite sur le contrôle et la supériorité, chaque plan chuchoté, chaque tentative subtile de te miner, chaque attente que tu faillirais, tout cela a échoué. Et l'échec parle plus fort que n'importe quelle accusation ne le pourrait. Ce n'est pas juste une histoire de survie, c'est une histoire de révélation. C'est un rappel que la vraie force ne rugit pas toujours, mais son impact résonne à travers les vies et les communautés autour d'elle. Ceux qui ont essayé de te faire honte ou de te contrôler sont maintenant confrontés à la vérité la plus inconfortable. Leur pouvoir n'a jamais été réel. Leur supériorité était imaginée, et leur cruauté n'a fait qu'exposer la fragilité de leur propre caractère. L'embarras qu'ils ressentent, l'inconfort structurel qui persiste dans leurs conversations et leurs comportements est un testament de ton intégrité inébranlable. Donc si ce message résonne en toi, si tu reconnais le pouvoir de survivre avec dignité face à ceux qui doutaient de toi, assure-toi de continuer le voyage avec nous. Abonne-toi à la chaîne pour plus de perspectives et de révélations qui exposent les vérités que beaucoup veulent cacher. Aime cette vidéo pour montrer ton soutien. Commente ci-dessous avec tes pensées ou expériences. Ta voix compte et partage-la avec d'autres qui ont besoin de voir cette perspective. Continuons à découvrir les réalités qui façonnent nos vies. Défions les prétentions qui retiennent les gens et célébrons la force qu'il faut pour rester inébranlable dans un monde qui espère souvent que tu ne le sois pas. Que Dieu te bénisse.